Je m'appelle Noël Twagiramungu. Je suis un activiste des droits de l'homme. Je suis ancien secrétaire général de la Ligue rwandaise des droits de l'homme, secrétaire exécutif de la Ligue régionale des Grands Lacs, RDGL. Je suis présentement étudiant, chercheur. Je prépare une thèse de doctorat à The Fletcher School à Tufts University aux États-Unis. Donc, dans un premier temps, quels sont les obstacles majeurs à l'heure actuelle au Rwanda en termes de consolidation de la paix? Bon, les obstacles majeurs à la consolidation de la paix sont liés d'abord à la nature même du conflit, un conflit très complexe, très confus, l'incompréhension qui entoure ce conflit, les intérêts divergents et la façon dont le pouvoir gère ce conflit sont des obstacles majeurs. Alors si on peut les détailler, on peut peut-être nommer trois grands obstacles. Premier obstacle, c'est la nature du conflit lié à la guerre civile qui a commencé en 90, qui a culminé en génocide en 94. Bon, ce génocide, les gens l'abordent de différentes façons. Il y en a les gens juste qui ont vu et vécu ce génocide. Il y a les gens qui ont juste entendu parler de ce génocide. Il y a les gens qui ont commis ce génocide. Il y a les gens qui ont subi ce génocide. Il y a parmi les gens qui ont subi ces génocides, il y a ceux qui ont tout perdu, mais aussi il y a les gens qui en tiraient profit. Déjà, il y a les intérêts divergents. Mais cela nous amène, pour avoir la paix dans un pays post-conflit, il faut qu'il y ait un dialogue sur les causes profondes de cette tragédie. Bon, le premier obstacle, donc, il n'y a pas de dialogue. C'est juste ceux qui ont pris le pouvoir par la force imposent leur vision de la tragédie et imposent leur vision de gérer ses conséquences, ce qui crée encore d'autres frustrations, ce qui crée d'autres... qui en ajoute aux problèmes déjà existants. Troisième obstacle majeur, évidemment, c'est au niveau de la justice. C'est l'impunité. Parce que l'impunité, ça veut dire quelqu'un qui a le pouvoir, on ne peut pas, il impose sa vision de la justice. Comme un auteur l'a dit récemment dans un ouvrage, il a dit, par exemple, en parlant du TPIR, il a dit, c'est le tribunal des vaincus. C'est la justice internationale ne peut que s'occuper juste des vaincus. Et la même chose pour le Rwanda, précisément en parlant de la justice. Au Rwanda, ce qui s'est fait, il y a eu le pouvoir qui était en place, les milices qui étaient en place, les Interahamwe ont tué les Tutsis, ont commis des actes de génocide, mais aussi on connaît que l'armée patriotique rwandaise, le Front patriotique qui est au pouvoir maintenant, a commis des crimes et personne ne peut en parler. Alors, on ne peut pas parler de paix quand on a ce sentiment que l'impunité règne pour une partie, pour un des protagonistes dans le conflit. Donc, il y a un problème d'incompréhension du phénomène de la tragédie rwandaise. Il y a ce manque de dialogue et d'ouverture politique pour qu'on puisse discuter de ces questions. 3, il y a cette question d'impunité, et là j'en termine par le dernier, évidemment, c'est les questions même de justice sociale avec les victimes de cette tragédie qui n'ont pas la possibilité d'exprimer leur voix, mais aussi qui n'ont pas droit à la réparation. Quel a été le rôle de la société civile dans les efforts de stabilisation et de cohabitation au Rwanda? Dans le cadre des efforts de pacification au Rwanda, vous m'excuserez de le dire, en tant que membre de cette société civile, c'est que on a l'impression qu'on a passé
De l'espoir au désespoir. Bon, la société civile s'est développée dans les années 90 avec le courant de démocratisation. Tout au long du conflit rwandais, la société civile a essayé de mobiliser la communauté internationale, de mobiliser la population autour de ces questions de paix. Mais malheureusement, la voix de la société civile n'a pas été entendue. Et plutôt, la société civile a été parmi les cibles privilégiées de ceux qui luttaient pour le pouvoir. Avec le nouveau pouvoir après le génocide en 1994, la société civile pensait que c'était le moment de contribuer aux efforts de paix, aux efforts de réconciliation, aux efforts d'éradiquer l'impunité. Malheureusement, comme il n'y avait pas d'espace pour le dialogue, parce que le dialogue c'est le fondement même de tout processus de paix, comme il y avait le règne de la force, la primauté de la force sur la primauté du droit, la société civile a été plutôt aussi des cibles privilégiées du régime. Alors, en parlant de la société civile, pour le moment au Rwanda, notamment depuis les élections de 2003, là où on pensait que enfin on allait avoir un gouvernement, un pouvoir légitime qui allait maintenant se sentir à l'aise, débattre des questions du pays. Depuis, malheureusement, les élections de 2003, le gouvernement rwandais est devenu beaucoup plus répressif et la société civile, évidemment, a été l'une des grandes victimes de cette répression. Pour le moment, la société civile n'a pas vraiment un grand rôle à jouer, juste il joue le rôle de spectateur sur une scène où il devrait jouer un rôle de premier plan. Comment le Canada peut-il contribuer aux efforts de la société civile rwandaise en termes de consolidation de la paix? L'apport du Canada, de la communauté internationale en général et du Canada en particulier, devrait d'abord celui de soutenir l'émergence d'un espace de dialogue, l'émergence d'un espace de dialogue au Rwanda. C'est une question fondamentale. Pour y arriver, il faudrait qu'il y ait un courage politique d'oser dire au pouvoir qui est là qu'on ne peut pas tolérer des actes d'intimidation, qu'on ne peut pas tolérer la répression contre les forces vives, contre les voix qui osent s'exprimer. Cela devrait se traduire évidemment aussi en termes de coopération. Il faudrait que les domaines dans lesquels la coopération canadienne intervienne, que ce soit des domaines où il y ait une gestion moderne, où les initiatives visant le dialogue, les initiatives visant la création des espaces pour les sans-voix, pour les faibles, puissent s'exprimer. Donc, si je me résume, il faudrait que le Canada ait ce courage politique de dire voilà les modèles standards des droits de l'homme, voilà les modèles standards de justice. On ne peut pas soutenir un gouvernement qui ne respecte pas ces principes, d'autant plus que le Canada se présente toujours, a toujours cette image au sein de la communauté internationale d'être l'un des gardiens des principes de droits de l'homme et de démocratie.